Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver en ce dimanche matin pour notre nouveau rendez-vous, nouvel épisode de En roue libre, l'émission de 40 millions d'automobilistes. Pierre Chasseret est à mes côtés. Salut Pierre. Présent, salut. Ça va? Ça va pas mal. Grand sourire, hein. Bonjour Jade. Bonjour. Je sais pas si vous avez vu, mais on a des bonnes mines, hein, malgré le matin un peu matinal comme ça. Allez, au programme, on va parler d'une chaîne de distribution. Avez-vous déjà vu un kit complet de chaîne de distribution dans votre voiture? Savez-vous si oui ou non vous avez le droit de klaxonner en ville, de rouler avec un feu cassé? Voilà, ce sera pas seulement ça, mais aussi ces sujets-là. Pour l'heure, on commence tout de suite avec l'actu dans le rétro. Et je crois que Pierre a déjà des choses à nous dire. Alors Pierre, sacrée nouveauté le bonus cette semaine. Oui, alors tout le monde en parle, mais on s'y attendait. C'est la, pas suppression, mais en tout cas, on va casser le bonus à l'achat des véhicules électriques. Alors là, c'est à plus rien y comprendre pour tous ceux qui nous regardent. On a incité tous les Français à acheter de l'électrique et maintenant, système un peu à l'allemande, on va baisser le niveau de bonus. Ça sera 4 000 € au maximum au lieu des 7 000. On descendra en gros à 2 000 € pour les foyers, entre guillemets, les plus aisés. Mais la vraie question, parce que je vais vous le dire, sans bonus, tout le monde s'en fout de la voiture électrique, c'est pas 2 000 € qui va faire que ça intéresse les Français. Ce système, en fait, va replacer le prix du véhicule électrique à son vrai tarif. Et on va regarder ce qui s'est passé en Allemagne. Et ben, bim. Et voilà. Depuis que l'Allemagne a pris la décision de supprimer le bonus à l'achat des véhicules électriques, les Allemands n'en achètent plus. Alors, on va jouer un petit jeu. Vous, selon vous, à votre avis, l'année prochaine, les véhicules électriques auront-ils la cote ou pas? Moi, je parie qu'à mon avis, ça va fortement baisser. Le véhicule électrique, il séduit une part des automobilistes. Et c'est très bien pour ceux qui en ont besoin. Je suis tout à fait favorable si vous êtes content de votre voiture électrique, bien sûr. Mais ça ne correspond pas à tout le monde pour déjà une raison. Il faut une place de parking qui permette de poser la borne. J'ai vu les campagnes de com. On vous offre la borne de recharge. Super. Mais quand dans le coffre, elle sert à rien. Donc voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, Pierre. Là, je vois dans les résidences, etc., pour aménager en borne, de plus en plus quand même. Oui, et en même temps, parce que c'est le en même temps en France, en même temps, maintenant, dans les nouvelles constructions, il y a de moins en moins de places de parking pour la résidence. Donc on met peut-être plus en plus de bornes par rapport au nombre de places, mais il y a moins en moins de places. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va bouchonner aussi dans le parking. Allez, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la potentielle mise en place d'un malus à l'achat du véhicule d'occasion. Et ça fait très peur, le malus écologique sur le véhicule d'occasion. Pourquoi? Vous avez acheté une grosse voiture, vous avez déjà payé un malus écologique, vous la revendez, parce qu'elle n'a plus le droit de rouler et paye trop cher de stationnement, au fait, on va vous en recoller une. Donc en fait, c'est la décote de tous les véhicules. Wow. Ça me fait beaucoup plus peur. Oula, on en reparlera. Oui, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Mais ça va arriver? Potentiellement, ça peut arriver. Ok, donc évidemment, vous pouvez compter sur nous pour en reparler. Allez, on va quitter le malus, mais on va aller rejoindre Jade. Du côté d'Anceny, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors donc à Anceny, en Loire-Atlantique, les commerçants ils sont un petit peu inquiets du fait de la piétonisation de leur centre-ville. Donc en fait, s'il n'y a plus d'accès pour les voitures, ils ont peur que les clients ne viennent plus exactement, et surtout ceux des zones périphériques. Parce qu'ils n'auront plus où se garer, ils n'auront plus où circuler. Donc forcément, ils se redirigeront plutôt vers des centres commerciaux qui, eux, ont des parkings gratuits. Ouais, ça marche. Hein. Ça, c'est un truc... Ouais. Les villes qui piétonnisent pour relancer les cœurs de ville n'ont rien compris. Tous les cœurs de ville qui ont fait ça sont en train de mourir. Il y a un exemple très intéressant, Saint-Étienne. Saint-Étienne, qu'est-ce qui se passe à Saint-Étienne? On a enlevé les places de parking. Et maintenant, on est en train de créer du parking en cœur de ville parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait moins de clients pour le cœur de ville. Et moi, c'est à Reims. Donc les ZFE, elles ont entraîné déjà une baisse de l'économie des centres-villes et forcément une baisse de fréquentation. Ouais, c'est logique. Et qu'est-ce qu'ils font à Reims? Eh bien, les commerçants s'associent pour payer les heures de stationnement des clients. Et oui, il y a besoin. Pas de voiture, pas de business. C'est facile à comprendre. Et à contrario, on a toujours l'exemple de Calais, qui est incroyable. Le stationnement est accepté. Et de nouveau gratuit. Et là, les commerçants ils ont pris le sourire, quoi. Ouais, un petit peu. Forcément, il y a toujours des centres commerciaux à côté, mais oui, pour aider ces commerces, il faut laisser entrer la voiture. Il n'y a pas le choix. Allez, moi fini. J'ai ton cadeau de Noël, j'ai ton cadeau d'anniversaire, j'ai tout aujourd'hui. C'est quoi? Eh ben. Alléluia, Anne Hidalgo ne sera pas candidate à sa succession. C'est annoncé, c'est officiel. Anne, tu nous quittes. Comment vais-je faire? Non, mais tu sais... Comment vais-je faire pour survivre sans toi? Comment vais-je faire pour survivre rien à dire à faire. Sans aucune mesure contre les automobilistes? Comment je vais faire, Anne? Pourquoi me laisses-tu seule comme ça? Ah si, je sais. Non, parce que t'aurais été battue. Non, je peux me permettre.
c'est que c'est pas parce qu'une personne s'en va que les idées ne restent pas. Ah oui, malheureusement, ça risque d'être pire derrière. Non, mais Anne me manquera parce que c'était quand même ma meilleure ennemie. On s'amusait bien, quand même. Et là, bon, il me reste encore un petit peu de temps pour jouer. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Affaire à suivre parce que c'est pas tout de suite pour les mairies. T'en Allez, vas pas. on continue notre rendez-vous T'en vas pas. en roue libre et puis on va passer tout de suite à une sortie de piste parce que j'ai l'impression qu'il est très en forme, l'homme qui est à côté de moi. Je peux pas vivre sans toi. Et aujourd'hui, en tout cas cette semaine, ta sortie de piste concerne des voitures. Ouais, on repart à Paris. J'y suis pour rien, mais quand il y a une connerie, Anne, elle est jamais très loin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une automobiliste s'est faite sanctionner pour stationnement illégal. Okay. C'est-à-dire stationnement non payé, D'accord. pas illégal. Okay. Stationnement non payé. Bon, elle reçoit ses amendes. Là, elle dit non, moi, j'ai pas été stationné de ce côté-là. Dans ma rue, j'étais stationné du côté des places gratuites. Elle dépose un recours. Recours au Conseil d'État. Oula. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Conseil d'État va reconnaître que les machines automatiques, les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation, elles sont en sortie de piste totale. Ces plaques, ces voitures qui vous flashent parce qu'elles sont incapables de donner une géolocalisation précise de votre véhicule. Auquel cas, si dans une même rue, vous avez des places en gratuite, des places en payante, eh bien, vous pouvez jouer là-dessus pour contester. Alors, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on met en lumière le fait que ça fonctionne peut-être pas tout le temps, cette automatisation systématique du système. Par contre, les sulfateuses APV, là, les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation sur les PV de stationnement, il n'y a pas qu'à Paris. Renseignez-vous sur les grandes villes, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'on a dépénalisé le stationnement. Avant, on avait une amende, c'était 17 €. Voilà, c'était clair, c'était l'État qui prenait le pognon. Bon. Maintenant, chaque ville doit récolter le montant des amendes. Ça s'appelle plus une amende, ça s'appelle un forfait post-stationnement. On aime bien faire compliqué en France. FPS. Et le FPS qui coûte souvent très cher. Et pour cela, ils ont embauché des boîtes privées qui tournent avec des voitures lecteurs automatiques de plaques. Et vous, pendant que vous êtes sorti prendre une baguette en warning, vous prenez un PV et ça peut monter très cher. Donc ça y est, cette mesure, c'est peut-être un petit tacle fait à l'automatisation du système. Merci au Conseil d'État. Ça se commande pas une décision de justice. Merci. Enfin, en même temps, on aurait pu déjà commencer par ne pas mettre ces sulfateuses APV sur les routes de nos villes, quoi. Oui, déjà, ça aurait été pas mal. Un système qui est intolérant comme l'automatisation, eh bien l'intolérance crée de l'intolérance. C'est-à-dire que derrière, on finit, nous, automobilistes, par ne plus accepter cette automatisation constante. Ouais, non, puis c'était trop. Enfin, je sais pas combien ils ont de PV par jour. Ah oui, c'est une machine à cash. C'est ça, c'est des grosses machines à cash. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc vous n'hésitez pas, vous n'êtes pas d'accord avec le forfait post-stationnement, vous pouvez réagir. Voilà. Nous, on continue et on va se faire une petite conduite accompagnée avec Louane sur notre rendez-vous en roue libre. Et vous avez des sujets, vous avez envie aussi de râler, vous nous écrivez, vous nous mettez des messages partout sur les réseaux sociaux et puis on prendra vos sujets pour les traiter dans l'émission. Et puis si c'est pour râler, venez me voir. Oui, on a un prof là, on a un bon prof. Allez, conduite accompagnée, c'est maintenant. On va retrouver Louane. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous savez que chaque semaine, Louane fait exprès de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire pour mieux qu'on les comprenne. Allez, c'est parti, on part en conduite accompagnée avec un super prof d'auto-école en plus. Ou quoi? Bah, je sais pas, apparemment, faut croire. Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Bah, je leur réponds, ils me disent bonjour. Bonjour. Bah ouais, mais regarde, je comprends pas. Bah oui, mais sauf qu'ils te disent pas bonjour en fait, c'est juste qu'ils sont super impatients. Ah bon, tu penses? Non, j'en suis sûr. C'est juste ça en fait, tu vois. Alors, le klaxon n'est pas fait pour ça. Hein. Pour une fois, c'est pas toi qui fais une connerie. Donc tu vois, c'est plutôt bien. Mais non, c'est en cas de situation d'urgence. Là, par exemple, tu l'as vu qu'il nous a pas vu? Ouais. Pourquoi t'as pas klaxonné justement? Bah, je sais pas. Il avait un stop, il avait pas de visibilité et il t'aurait dû klaxonner justement parce qu'il avançait. Mais il avait pas de visibilité, tu klaxonnes, situation d'urgence. Là, tu peux totalement faire ça. D'accord? Ok. C'est pas que pour le foot quand il y a des victoires. Tu regardes le foot? Non.
Ah d'accord, ça me rassure. C'est bon. Dis donc toi comme ça, tu klaxonnes à tout va. Ouais, la patience, c'est pas trop mon fort. Alors on a demandé à Ingrid Attal, qui est avocate spécialisée en droit routier et qui fait partie aussi de 40 millions d'automobilistes, de nous apporter ses connaissances à ce sujet. Est-ce que j'ai le droit de klaxonner comme ça en ville et de m'énerver ou pas du tout? Mais non, s'énerve pas, il faut pas klaxonner comme ça. Louane, il faut klaxonner lorsque on est en agglomération. S'il y a un danger immédiat, si vous allez, il y a quelqu'un qui manque de percuter un autre automobiliste, c'est pour prévenir d'un danger. Si c'est uniquement parce que quelqu'un est au feu rouge, qu'il a son téléphone par exemple entre les mains et qu'il met du temps à démarrer, dans ces cas-là, on klaxonne pas. Ou une malheureusement, personne âgée qui est un peu ou plus qui est un petit peu moins plus lente réactive, à voilà. traverser le passage piéton, un petit peu de compréhension. De toute façon, de klaxonner, ça va pas accélérer les choses. Et en plus, vous risquez de vous faire verbaliser. Donc, on évite les klaxons en ville. Bon, donc la prochaine fois, J'évite. On évite. Et on travaille la patience. On écoute de la musique cool, ou alors on respire doucement par le ventre. Bon, en tout cas, merci parce que ce que tu as fait nous sert à tous. Allez, on continue et on vous garde, maître, avec notre rendez-vous permis, pas permis. Eh bien, on retrouve nos deux super nanas, Louane pour la question et Maître Attal pour la réponse. Et puis un peu moi aussi au milieu. La question du jour. Alors, la question du jour, maître, est-ce que je peux rouler avec mon feu cassé? Ah, Alors, on ne peut pas rouler avec un feu cassé. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est dangereux, vous n'êtes pas forcé, en tout cas, vous êtes moins visible pour les autres automobilistes, et puis c'est constitutif d'une infraction, d'une contravention. Donc dès lors qu'on a un feu cassé, on fait quoi? On court vite chez le garagiste, parce que c'est pas non plus des frais qui engendrent, c'est pas des frais colossaux de changer son feu qui est cassé, et on court vite chez le garagiste pour faire réparer tout ça, parce que en cas de contrôle, c'est aussi une verbalisation. Alors vous pouvez tomber sur un policier qui va être compréhensif, mais pas forcément. Et donc là, dans ces cas-là, c'est quand même une amende de 35 €. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être évité. Et puis c'est surtout que ça peut être constitutif d'un danger sur la route. alors moi je pensais à quelque chose, c'est qu'il y a quand même des fois, on a un peu d'attente chez le garagiste. C'est-à-dire que voilà, je me fais casser mon feu. Je vais prendre rendez-vous chez le garagiste, il me dit je suis désolé Laurent, je ne peux pas m'occuper de ton feu avant demain soir ou avant la semaine prochaine. Est-ce que si la prise de rendez-vous est notée et que j'ai une preuve comme quoi j'ai pris rendez-vous, si je me fais arrêter, ça peut passer? Normalement, vous n'êtes pas censé rouler avec le véhicule. Oh. Maintenant, bon, j'ai envie de dire que si vous montrez votre bonne foi et que vous tombez sur un agent verbalisateur compréhensif, voilà, c'est-à-dire que ça peut peut-être passer, mais je ne vous dis pas à 100% que vous allez éviter la verbalisation. Et du coup, est-ce que c'est pareil si on oublie de mettre ses feux en partant rouler? Je vais les allumer. C'est ça. Ouais, alors là, c'est beaucoup plus grave. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des véhicules, on le sait tous, les feux de croisement, voire même parfois de route, s'allument de manière automatique. Mais ce n'est pas toujours le cas sur tous les véhicules. Et donc, c'est vrai que ça peut arriver de prendre la route, et notamment de nuit, sans allumer ces feux. Alors, on peut toujours avoir quelqu'un qui va gentiment nous faire un appel de phare en nous rappelant effectivement qu'il faut allumer nos feux. Mais si on oublie, et que là, malheureusement, bing, vous tombez sur un agent verbalisateur, là, par contre, on est quand même sur une contravention de 4e classe avec un risque de perte de 4 points quand même sur le permis de conduire. Donc ça fait mal. Même en ville? Parce que moi je vois souvent des gens en ville où c'est tout allumé. Ah oui, il n'y a pas de distinction. Il faut qu'il y ait un manque de visibilité, de choses comme ça. Après, il y a des critères qui sont fixés par la contravention, mais en tout état de cause, ça peut faire beaucoup plus mal en réalité que le feu cassé, par exemple. En fait, il ne faut jamais oublier que sur la route, il faut on n'est pas tout voir seul. et être vu. C'est ça, on n'est pas tout seul. Voilà. Bon, super, on a fait le tour. On a fait le tour. C'est cool, donc allumez vos feux, hein, et puis si vous avez un phare cassé, allez vite le changer. Merci beaucoup, Maître Merci. Attal. Merci. Bonne journée. Il est venu s'asseoir à côté de nous. C'est Gabin qui nous rejoint avec son rendez-vous C'est quoi ce truc? Le principe, tu nous proposes de découvrir ou de redécouvrir les panneaux, comme ça on fait une petite séance de rappel de notre code de la route. C'est plutôt bien ça. Ouais, c'est pas mal. Et aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir un panneau, donc on connaît tous un petit peu quand même. Ah oui, C'est Oui, alors celui-là, oui, quand même. celui-ci. verglas, ouais. Ouais. Bah, il est de saison. Voilà, Clair. exactement. C'est pour ça que je l'ai choisi. La semaine dernière, on a eu les premiers flocons de neige.
Ce qui dit flocon de neige dit peut-être accident à cause du verglas, il faut faire très attention. Donc ce panneau, on le retrouve sur des routes un petit peu sinueuses où le verglas peut être fréquent comme l'indique le panneau. Et on peut le retrouver aussi de façon temporaire. S'il est temporaire, il est jaune et il est posé sur le côté de la route. Donc si je le présente, c'est aussi pour faire un petit rappel à tous nos amis automobilistes, c'est qu'à l'annonce de ce panneau, ça veut dire qu'il y a du verglas quand il neige ou quand... Ou qu'il y a du gel. Ou... Voilà, qu'il y a du gel quand il fait froid, etc. Donc on abaisse la vitesse, on évite les manœuvres brusques et on laisse une grande distance de sécurité parce que le temps de freinage va être multiplié. Moi j'avais une autre explication, c'est attention, le mec qui roule est bourré. Ouais, non, mais... Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Tu vois Non, mais après c'est important par rapport au verglas et je voudrais qu'on insiste un peu sur les temporaires. C'est-à-dire qu'il y a dans certaines zones comme ça un moment où la route peut être verglacée, ce qui n'est pas le cas habituellement. Donc ça, il faut vraiment être super attentif ouais, à ça. Pire encore, moi il m'est arrivé un truc, je roulais, il y avait 2 degrés. Donc normalement, 2 degrés depuis pas mal de temps, on était plutôt l'après-midi. Et dans un passage qui était couvert par des arbres, etc., un peu à l'ombre. le verglas n'avait pas séché. Et donc d'un seul coup, j'ai chassé. Ouais, il n'avait pas fondu. Et donc j'avais chassé un petit peu à l'arrière, mais en faisant attention, normalement ça passe. Donc mais c'est le genre de panneau qu'on regarde plus, parce que je trouve qu'on a tellement focalisé tout le monde uniquement sur les panneaux de limitation de vitesse qu'on finit par ne plus regarder. Or ça, c'est un panneau qui se justifie en lui-même, quoi. Ah bah, c'est un panneau de danger en plus. Hein. Attention, danger. Attention. Ouais, ça, c'est danger. 150 mètres avant. Tout à fait. Et puis là, on approche de Noël, donc évidemment, les routes, il va faire un petit peu plus froid, donc les routes vont être un petit peu verglacées. Et j'ai une petite astuce, je ne sais pas si vous le saviez, c'est que si vous perdez l'adhérence de votre voiture, il ne faut pas contrebraquer dans l'autre sens, il faut continuer le mouvement dans lequel vous perdez votre voiture et ça va remettre la voiture dans l'axe de ses roues. D'accord. En fait, il faut tourner le volant dans l'axe de... Je vrille à gauche, je vais à gauche. C'est ça. Ok. Très légèrement, en étant doux sur le volant, etc. C'est ça. Et attention au frein. Sur le verglas, c'est comme si vous aviez un œuf sous la pédale de frein. Il ne faut pas freiner brutalement parce que là, c'est sortie de piste assurée. Là, c'est gagné. Hein. Sortie de piste assurée. Ouais. Bon, ben merci. Et puis vous avez compris, soyez prudents parce qu'avec ces conditions météo qui ne vont pas s'améliorer avant peut-être le mois de mars-avril, il vaut mieux être 3 fois plus prudent que pas assez. Mars-avril. Mais comment tu peux me dire ça? Bah, c'est la vérité. Janvier, février sont 2 mois très très froids. Oh, ça me déprime rien que d'y penser, de me dire les prochains rayons du soleil. Alors, l'hiver est nécessaire. Non, mais il faut dire qu'il y en a qui nous regardent en ce moment, ils sont dans le sud, eux ils font barbecue. Hein. Ouais, faut pas exagérer non plus. Bah, ils sont de Marseille peut-être aussi. Cela dit, non, mais je rigole, mais c'est vrai, il fait quand même meilleur dans le sud, hein, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, mais bon, voilà, et c'est chacun sa région, puis les saisons, c'est important. Qui a eu l'idée de mettre la capitale mon bon monsieur. Qui a eu l'idée de mettre la capitale dans le nord de la France? Ah, bah ça, tu remontes à... Je serais bien à Montpellier, moi. Ouais, bah, rien ne t'empêche d'aller y vivre. Amis de Montpellier. Bon, allez, on continue parce que juste après ce panneau, c'est une histoire de passion d'automobile et on garde Gabin avec. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans notre rendez-vous en roue libre, cette émission qui, tous les dimanches matins, et puis évidemment, rediffusée à votre bon vouloir en cliquant dessus tout au long de la semaine, qui nous permet d'en savoir plus sur notre voiture, sur ce qu'on a le droit ou pas de faire, sur l'auto-école, etc., etc. Et puis évidemment, quand on parle de bagnole, on parle de passion. Et quand on parle de passion, on se retourne vers Gabin. Jean Gabin. Gabin, tu nous proposes quoi aujourd'hui? Moi, j'ai parlé d'un film qui va faire très plaisir à notre ami Pierre, Louis de Funès, Jean Marais, tu me dis Fantomas. Et ouais, et aujourd'hui on parle de Fantomas et de sa très fameuse déesse volante. C'est parti. Bienvenue dans ce nouveau Passion Auto. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec Laurence, aujourd'hui on va parler d'une trilogie emblématique du cinéma français et de sa voiture mythique, je parle bien de Fantomas et de sa déesse. La déesse de Fantomas, c'est une Citroën DS de 1965. Si elle a été choisie, c'est pour son côté avant-gardiste et futuriste. Et c'est vrai qu'à cette époque, la DS elle représentait le summum de la modernité automobile, mais surtout ce côté audacieux qu'on peut retrouver dans Fantomas. Bon, vous le savez tous, dans Fantomas, la DS elle vole. Et comme on sait, on n'a toujours pas inventé les voitures volantes. C'est pourquoi il a fallu des petites techniques très ingénieuses pour la faire voler cette voiture. Il faut savoir que les trucages mécaniques ont parfois été faits en direct avec des câbles qui tiraient la DS, mais on a aussi utilisé une maquette réduite de cette DS pour simuler son décollage, ou encore on l'a filmé avec des décors peints derrière celle-ci pour renforcer ce côté qu'elle vole dans les airs tout simplement. Et surtout, ce qui est phénoménal dans ce film, c'est que certaines séquences ont été filmées avec un hélicoptère pour filmer la maquette de la DS en plein vol.
Après la sortie du premier film, la popularité de la DS a grimpé en flèche et surtout à l'international, car son affiliation avec l'univers de Fantomas a renforcé son côté moderne et futuriste. Et pour finir, comment ne pas parler de Louis de Funès, qui, étant passionné d'automobile, aurait dit que cette DS étant tellement mythique, elle aurait plus de scènes mémorables que certains acteurs de ce film. Ah là là, moi je me souvenais plus de ce crâne bleu, ça fait longtemps. Tu sais, tu m'as donné envie de revoir le film. Ouais, moi je regarde, mais ce que j'apprécie, c'est l'acteur. Jean Marais est incroyable. Tu sais qu'il réalisait ses cascades, ses trucs, tout sur les tournages, c'était fou quoi. Ouais, Jean Marais c'est une référence. Et puis c'est ma petite Madeleine, je me revois quand j'étais petit. Tu sais, à la télé, t'as le Père Noël est une ordure tous les ans, mais moi à mon époque, quand j'étais petit, bah, tous les ans, t'avais tous les Fantomas qui passaient. On les voit encore. Tu les avais vus ou pas? Moi j'en ai vu un sur les 3. Ah, t'as pas vu les deux autres? Bon, ça a un petit peu vieilli quand même. Je l'ai passé à mes loulous, ils ont bien aimé. Ah ouais, comme quoi. Mais après, j'adore l'idée, mais je trouve que c'est un tout petit peu vieilli, là, ça commence. Enfin, on a un futur réalisateur, Spielberg, t'en penses quoi? Bah, c'est quand même une classique français. Oui, ça reste. Puis les acteurs, c'est clair. c'est les meilleurs qu'on a en France. Quoi. Bon, en tout cas, merci. Hein. Oh, la DS qui vole, moi c'est ça. J'adorais quand elle partait en vol comme ça. Mais tu sais que c'est le fantasme, hein. Ça reste le fantasme ultime de l'être humain, c'est voler. Voler. C'est-à-dire on parle toujours des voitures volantes depuis maintenant des décennies, et bon, bah, il n'y en a toujours pas une qui vole, quoi. Et heureusement, parce que le code de la route là-haut, et clair. comment on va poser les radars? On va avoir des radars drones, fais gaffe, ils sont capables. Bon, allez, en tout cas, nous on continue en roue libre. Merci Gabin pour ce joli plongeon dans l'histoire de la passion automobile et cinématographique. Quant à nous, on va en trouver un là, il rigole, là il sourit, mais vous allez voir ce qui arrive derrière, ça le gonfle et dans ces cas-là, il perd un peu son sourire. Ah, ça m'étonne ton sujet aujourd'hui. Oui, parce que le changement de pare-brise, il a des conséquences sur ta prime automobile. Et actuellement, on a tous vu ces cadeaux géniaux qu'on nous fait si on change notre pare-brise. C'est gratuit, et en plus, c'est du Bosch, ou alors des trottinettes, ou alors on t'offre des consoles, des PlayStation 5, ou on t'offre je ne sais quoi d'autre. Mais le problème, qui paye cela? On est les premiers, nous automobilistes, à se plaindre des coûts de l'assurance. Mais on fait rien pour. C'est-à-dire qu'on est tous appâtés par ce type de cadeau qui a des conséquences. Attention, je vous en donne une. Si ton pare-brise, tu le fais changer 2-3 fois de manière assez réduite parce que tu veux le beau cadeau plusieurs fois, la petite console de jeu pour tes enfants, et puis derrière des places à Disney, c'est possible. Sauf que ton assureur peut te radier. Simplement. Si tu montes... Et si tu pars en radiation, parce que tu deviens conducteur à risque, qu'est-ce que tu fais derrière pour retrouver un assureur? Et que tu coûtes trop cher. Alors ça, c'est le premier point sur lequel il faut faire très attention. Bon, maintenant, il y a une réglementation. La réglementation, il faut la connaître. Si tu as un impact dans le champ de vision de ton pare-brise en tant que conducteur, là, on change le pare-brise. On ne répare pas. Un impact sur le pare-brise ailleurs, là, cette fois-ci, on répare. On connaît tous la pub, on sait comment ça fonctionne, la pièce inférieure à 2 €. Bon, tout ça, ça fonctionne. Moi, ce qui me gêne, c'est l'abus. C'est ce qui est en train de se passer parce que oui, on arrive proche de Noël et beaucoup d'automobilistes se disent « j'ai pas les moyens d'acheter la PlayStation 5 à mon gamin et que si on a l'impact pare-brise et qu'on fait changer le pare-brise, ça va marcher ». Il y a même certains franchisés qui, selon des enquêtes, ont dit qu'ils étaient au courant que les pare-brises avaient été délibérément cassés pour obtenir cette prime de l'assurance. Alors attention, on en a déjà parlé avec Jade, qui avait rencontré Olivier Moustakakis sur ce sujet d'Assurland. Attention, parce que si l'assureur décèle la fraude à l'assurance, c'est un délit. Alors attention quand même à tous ces cadeaux. Oui, je suis le premier. Oui, je les aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien 4 places pour Disney. Oui, alors la trottinette électrique, je m'en fous. Mais alors par contre, oui, j'aimerais bien la PlayStation 5. Oui, j'aimerais bien tout ça. Mais je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen de l'avoir. C'est le moyen le plus légal, c'est encore de bosser et de se l'acheter. Parce que ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut mettre fin à ces cadeaux au changement de pare-brise. Parce que le cadeau, n'oubliez pas, on l'a tous payé dans nos polices d'assurance. Eh bien, merci beaucoup. C'était le Sam Gonfle, un petit coup de l'ami Pierre Chasseret pour 40 millions d'automobilistes. Allez, tout de suite, on va passer à notre dossier du vrai du faux. Et il va être question de prime à la conversion éthanol. Et notre rendez-vous dans le vrai du faux va concerner les boîtiers éthanol avec un sujet très important aujourd'hui. Je vais déjà vous présenter notre invité. Bonjour Jérôme Loubert. Bonjour Laurence. De chez FlexFuel, comment ça va? Très bien, merci à vous. Un mot sur FlexFuel? FlexFuel, pionnier, leader des boîtiers éthanol maintenant depuis 2009. On fête nos 15 ans cette année. Français apparemment, bleu, blanc, rouge. Français, bleu, blanc, rouge, fabrication française, homologuée pour les véhicules depuis 2001 pour convertir son véhicule à l'éthanol. Et puis FlexFuel, bien d'autres choses
des matériels d'atelier pour les garages, pour là aussi faire des économies et du pouvoir d'achat en plus aux Français. Si on a demandé, Pierre Chasseret, de 40 millions d'automobilistes à Jérôme Loubert d'être avec nous, c'est que le sujet aujourd'hui va être vraiment de ce qui se passe avec 40 millions d'automobilistes. Je vais te le laisser le dire dans quelques instants. Il va être question de prime à la conversion. Mais juste avant d'attaquer ce vrai du faux, je vous propose de retrouver Aurélie qui nous explique d'où vient la prime ou les primes à la conversion et de quand ça date. Bonjour Laurence. La prime à la conversion est une aide financière d'État mise en place à partir de 2015 par Ségolène Royal qui était alors ministre de l'écologie. L'objectif de cette prime était d'aider les automobilistes à acheter un véhicule moins polluant pour renouveler le parc automobile français en améliorant les performances environnementales. À l'époque, on pouvait donc obtenir jusqu'à 10 000 € d'aide financière pour acheter ou louer en longue durée un véhicule électrique contre la mise au rebut d'un vieux véhicule thermique, essence ou diesel. Il était aussi possible d'acquérir un véhicule thermique à condition qu'il émette moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre. Le montant de la prime était dans ce cas-là un peu moindre. Au fil des ans, les conditions d'obtention de la prime à la conversion se sont durcies. En 2024, elle n'est versée que pour l'achat d'un véhicule 100% électrique ou 100% hydrogène et d'un montant maximum de 4 000 €. Mais dès le 1er janvier 2025, c'en sera fini de la prime à la conversion. Le ministre du Budget Laurent Saint-Martin a en effet confirmé à la mi-novembre qu'il mettait un terme à cette aide. Seul devrait donc subsister en 2025 le bonus écologique et le leasing social avec un montant, ceci dit, revu à la baisse en raison de rigueur budgétaire. D'après le Commissariat général au développement durable, le dispositif avait pourtant permis de mettre au rebut plus d'1 million de vieux véhicules polluants et de réduire de 715 tonnes la pollution par les particules fines et de 1,7 million de tonnes les émissions de gaz à effet de serre. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Pierre, c'est un combat que veut mener maintenant 40 millions d'automobilistes. Oui, parce qu'en fait, suppression d'une partie de la prime bonus à l'achat des véhicules électriques, ok, moi je suis plutôt favorable à ça, parce que je trouve que ça coûte très cher à l'État et ça rapporte pas grand-chose. Par contre, j'aimerais supposer que l'on puisse, plutôt que d'inciter au renouvellement total du parc, ce que les Français ne font pas, utiliser ce qu'on a, poser ça, un boîtier de conversion, homologué, boîtier de conversion Flexfuel homologué, c'est très important, parce que sinon derrière, c'est du grand n'importe quoi. À l'intérieur, il y a quelque chose, il y a une carte, il y a des éléments, vous avez des petits trucs qui se tournent sur Internet, c'est des boîtiers vides, hein. Faut pas acheter ça, il faut acheter des choses qui sont homologuées. Et je voudrais que ces boîtiers-là, c'est le vôtre, hein, Jérôme, je voudrais qu'ils puissent être bénéficiaires d'une prime à la conversion de l'État, parce que jusqu'à présent, les régions finançaient, mais c'est pas aux régions de financer ça, c'est à l'État d'aller là-dessus. Pourquoi? Pour permettre, derrière, de polluer moins. Intérêt écologique. Ça permet à tous les Français qui roulent à l'essence, derrière, de payer beaucoup moins cher. En gros, à faire 40 à 50% d'économies sur notre budget carburant. Vous allez réaliser des économies si vous roulez à l'essence. N'hésitez pas. Hein. Vous allez réaliser des économies dès votre premier plein. Parce qu'en fait, la plupart des fabricants, vous devez faire ça aussi je pense, font des formules qui vous permettent de financer le boîtier et d'avoir des économies qui sont réalisées tout de suite. Et derrière, vous allez pouvoir faire des économies sur le carburant et polluer moins. Donc on a tout est mixé pour avoir une super solution. Il faut que l'État s'investisse dessus parce qu'il y a un vrai intérêt écolo. Alors, vous avez compris que le sujet est posé par Pierre de 40 millions d'automobilistes. Je vais me retourner pour Jérôme et avec Jérôme parce que moi, je me mets toujours à la place des gens qui entendent parler de l'éthanol, qui entendent parler des boîtiers. Est-ce qu'on peut juste peut-être remettre les choses à leur place? Quel est le principe? Alors, le principe est assez simple, c'est la pose de ce type de boîtier à l'intérieur de la baie moteur qu'on va venir connecter sur les injecteurs de la voiture. Pourquoi? Puisqu'il va falloir injecter un peu plus de carburant qu'à l'origine, puisque l'éthanol est un peu moins calorifique. Ça va être la seule différence majeure qu'il va y avoir avec l'éthanol. Et donc il va nécessiter un boîtier homologué pour permettre à ce véhicule de passer de l'essence à l'éthanol, mais également consommer n'importe quel mélange des deux ou revenir à l'essence. Le boîtier va être Flexfuel, va donc permettre la flexibilité du carburant. D'accord, ok. Cette demande qui est portée par 40 millions d'automobilistes, évidemment, à laquelle vous adhérez? Bien sûr, on parle en ce moment de deux sujets majeurs. Premièrement, l'écologie. L'écologie, si on pense à l'automobile, certes, il y a les émissions polluantes, mais qu'est-ce qui pollue le plus aujourd'hui? C'est de jeter entre 1,5 tonne et 2 tonnes de métal et plastique à la poubelle pour racheter 1,5 tonne, voire plutôt 2,5 tonnes de véhicules neufs.
Donc le sujet écologique, il va plutôt dans le sens de la conversion, de faire perdurer le parc et d'avoir des solutions d'avenir, de transition écologique. Bah oui, parce que c'est stupide de prendre une voiture qui fonctionne bien, qui est bien entretenue, oui. pour la mettre à la poubelle. C'est ça. Surtout qu'on sait très bien ce qu'on appelle l'éco-entretien. Une voiture bien entretenue pollue moins qu'une voiture... Tout à fait. Et donc, le deuxième sujet, il est on entend parler beaucoup en ce moment, le budget, les lois de finances. Et donc, l'État doit faire des économies. Il est beaucoup moins cher de financer ça que de financer des dizaines de milliers d'euros, jusqu'à 10 000 euros, pour des véhicules électriques. Oui, quand bien même, là, ça va se réduire un petit peu quand même sur la voiture électrique. Quoi qu'il en soit, le levier économique pour convaincre et convertir les Français sur ce type d'installation, ça va être quelques centaines d'euros par foyer. Donc, c'est vraiment pas grand-chose à l'échelle du parc automobile français. Bon, justement, ça coûte combien? Alors, ça coûte en moyenne autour de 800 euros, on va pas se mentir. En revanche, en ce moment, chez FlexFuel, c'était aux 15 ans, je l'ai dit tout à l'heure, et donc on a des offres promotionnelles jusqu'au 31 décembre, à partir de 499 euros TTC posé homologué. Est-ce qu'on sait combien on a aujourd'hui de voitures qui sont passées à l'éthanol? Oui. On a à peu près aujourd'hui 300 000 automobilistes en France qui roulent à l'éthanol, y compris les véhicules d'origine à l'éthanol. Ouais. Un petit clin d'œil Genre à les les amis de chez Ford, Ford, voilà. qui ont toujours le Kuga qui est disponible, mais c'est le seul véhicule aujourd'hui disponible d'origine à l'éthanol. Bon, je vais avoir du mal à faire le calcul, mais vous allez le faire pour moi. 500 euros le boîtier homologué, installé. Ouais. En combien de temps on l'amortit? On l'amortit en ce moment entre 10 et 12 pleins maximum, puisqu'on va faire entre 35 et 45 euros d'économie par plein. Donc, faut y aller. Ah bah oui, non mais ça paraît logique. Ah oui, non mais c'est impressionnant. Mais si on revient à ce que 40 millions d'automobilistes demandent, c'est-à-dire qu'il y a une prime à la conversion, ce serait quoi le montant de la prime? Je pense qu'il faut prendre le maximum. Le but, aujourd'hui, c'est de trouver une solution, et c'est une bonne solution pour notre actuel Premier ministre, attention, ou pour le nouveau, qui arrivera par la suite. Financer ça, c'est du pouvoir d'achat redonner aux Français. Ça fonctionne. C'est-à-dire que financer même 500 balles, c'est rien 500 balles. On finance plusieurs milliers d'euros pour... donc financer 500 balles, ça permettra... J'ai bien compris que vous étiez en offre promotionnelle, que vous ne pouvez pas tenir ce tarif tout au long de l'année, je l'ai bien entendu. Mais même si c'est 700 sur 1000, ça fait la moitié. Voilà, si on finançait ne serait-ce que 400 euros sur les 800 que ça coûte normalement, c'est-à-dire que ça coûte 400 euros par Français, en 7-8 pleins, c'est compensé. Mais tout le monde va le faire. Et si tout le monde le fait, on pollue moins, on réduit les émissions carbone, on réduit l'impact écologique sur les particules fines, parce que oui, contrairement à ce qu'on pense, eh bien certains véhicules essence émettent des particules fines, ceux notamment à injection directe avant le dernier passage à l'Euro 7, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a un intérêt écolo, on a un intérêt pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est de l'éconologie. L'économique. Voilà. Concrètement, vous pourriez, mettre combien de boîtiers si d'un seul coup il y avait une prime à la conversion au boîtier éthanol qui était la capacité de production. On a de la chance ou de la malchance. En tout cas, on a connu 2022 où avec un pic de demande colossal, puisque c'était la barre symbolique des 2 euros du litre de diesel qui avait été passé, et plus de 2,20 euros pour l'essence. Et donc aujourd'hui, on est en capacité d'installer, sans changer notre moyen de production et d'expédition, environ 10 000 boîtiers par mois, ce qui serait déjà beaucoup. C'est pas mal. Et ensuite, on a la capacité de faire... Et il y a aujourd'hui, évidemment, une concurrence sur ce marché qui permet d'équiper plusieurs dizaines de milliers de véhicules par mois. Oui, et puis là, pour le savoir, vous vous entendez bien entre les divers acteurs, et vous êtes tous d'accord sur les constructeurs de boîtiers homologués, justement, pour serrer la vis et garder le marché sur ceux qui font correctement le boulot. Donc, il n'y a aucun problème. Là, vous allez faire cette proposition quand? Cette proposition dès demain matin. D'accord, voilà. Dès lundi. Ouais, parce qu'on ne fait pas ça le dimanche. Donc dès demain matin, on lancera cette proposition à notre gouvernement. Le but, on n'est pas obligé de passer aussi directement. Il y a le projet de loi de finances, mais il n'y a pas que ça. C'est un prétexte. Si demain, on veut avoir un parlementaire qui a les courages, tu l'avais dit, hein. J'ai eu peur. qui a les courages de lancer ce projet. Alors je pense que ça peut marcher et ça fera beaucoup d'heureux en France parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'automobilistes qui ont peur. Si demain on envoie le signal politique de l'État, alors je pense que ça va rassurer beaucoup d'automobilistes. Et vous pouvez être rassuré. Moi, ma voiture, elle a été convertie par les soins d'un, je dirais pas quel fabricant de boîtier. Et ça fonctionne très bien. J'en suis à 200-300 000 km effectués parce que je me suis DG de 40 millions d'automobilistes et que je ne pouvais pas faire la promotion d'un truc qui ne marche pas. Alors attention, on a quand même quelques motorisations
L'essentiel, c'est de faire sa visite de pré-contrôle pour vérifier si son véhicule est déjà en bon état, est-ce qu'il est éligible à la conversion homologuée, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième, est-ce que ma motorisation est compatible, est-ce qu'il y a un retour d'expérience. Si vous achetez une voiture en concession, nouveau modèle, nouvelle motorisation, et vous voulez le faire convertir 2 semaines après, Ouais. on va vous dire attendez, Non, on a ouais. besoin de développer Peu de recul. et de s'assurer que cette motorisation est parfaitement compatible. En revanche, pour 90-95% des gens aujourd'hui, on a du recul sur les motorisations. Et ce qui concerne les Français, les motorisations de chez Renault, Peugeot, etc., sont largement couvertes. Et, dernier point, Ouais. s'il y a un problème sur la voiture, garantie constructeur, VS, il y a votre garantie. Votre garantie, elle couvre les dommages qui pourraient... Lié, en effet, c'est dans l'arrêté d'homologation, lié aux systèmes qui sont liés à l'injection et donc au carburant éthanol et au système de post-traitement. Donc aujourd'hui, un automobiliste est couvert par plusieurs niveaux de garantie, que ce soit le constructeur, le fabricant de boîtier et également le professionnel qui installe le boîtier. Bon, Eh ben, on a évidemment, vu. Ouais. si vous avez les freins anti-lâches, vous Non, pourrez ça n'a pas rien à demander- voir. Vous pourrez pas demander à Jérôme de financer. Si vous avez un litre de PureTech, c'est peut-être pas non plus une bonne idée. C'est dit, la blague est faite. Il faut qu'il soit en bon état, mais les autres problèmes ne sont pas de notre fait. Allez, quant à nous, ben, on finit sur le vrai ou faux. Évidemment, on vous tiendra au courant de l'avancée de cette proposition d'avoir une prime à la conversion pour passer au boîtier à éthanol dans votre futur véhicule. Votre voiture d'ailleurs. Allez, tout de suite, on va partir en petite vadrouille. On va changer un tout petit peu et c'est Jade qui va nous accompagner. Aujourd'hui, dans la petite vadrouille, on se retrouve sur la ligne des Champs-Élysées pour redécouvrir un endroit que vous avez quand même beaucoup aimé dans une précédente vidéo. Donc je vous laisse un petit peu de suspense et suivez-moi. Pour commencer, j'ai goûté la crème de céleri rave à la sauge et c'était vraiment excellent. J'ai aussi pu déguster le suprême de poulet fermier d'Auvergne rôti accompagné de sa mousseline de carottes jaunes et de son jus court à l'estragon. Voilà, c'est la fin de cette petite vadrouille. J'espère que ça vous a plu parce que nous, on oublie comme d'habitude. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Eh ben, dites donc, on a bien mangé, madame, dans le Ah bus. bah, franchement, oui, hein, c'était un super repas. Et puis l'ambiance, elle est au top. On voit des super beaux monuments, les décorations de Noël, c'est génial. Donc, Heureuse. franchement, oui. Donc, c'est un truc à faire. Voilà, on prend le temps de dîner, on prend le temps de se promener dans le bus stocké. Exactement, ça dure environ 2h30. On a bien le temps de voir tous les monuments et de bien manger. Ça coûte pour un menu en 5 étapes à partir de 110 €. Donc pour une expérience comme ça, franchement, je trouve ça plutôt raisonnable parce que vu la qualité des repas en plus. C'est cool. Et alors, si on veut se renseigner, on le trouve sur Internet Oui, il suffit de taper busstocké.fr et on tombe directement sur la page. Voilà, puis après, on réserve. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. Allez, juste après cette belle balade en bus, balade gourmande de notre amie Jade, eh bien nous allons aller tout simplement découvrir ce qu'il y a dans le moteur de notre voiture et on va retrouver notre joli mécano, Célouane. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai démonté ma caisse. Enfin, pas tout, hein, avec Louane. C'est notre rendez-vous qui nous permet de mieux comprendre ce qu'il y a dans notre voiture. Et regarde ce que j'ai. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est, Laurence, ce que t'as là? Oui, alors moi j'ai une petite idée, mais je vais pas tout dévoiler. Alors ça, c'est une chaîne de distribution, enfin un kit de chaîne de distribution plus précisément. Est-ce que tu sais à quoi ça sert, enfin comment ça fonctionne? Non, pas du tout. Et pour ça, moi j'ai amené quelqu'un. C'est Julien Wally qui est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour, enchanté. Alors, c'est le groupe Bilstein Group. Alors, c'est quoi Bilstein Group d'ailleurs? Alors Bilstein Group, c'est une entreprise qui a été fondée en 1844, une entreprise allemande qui est spécialisée dans la fabrication et dans la commercialisation de pièces de rechange pour la prévente automobile. Et non, c'est pas léger, hein? Et alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle du kit de chaîne de distribution? Alors, dans la distribution automobile, il y a deux types de distribution, par courroie et par chaîne de distribution. Il faut savoir que une chaîne de distribution est montée sur 7 véhicules sur 10, actuellement environ aujourd'hui.
Et donc, son rôle, c'est de synchroniser les composants du moteur, en l'occurrence les pistons et les soupapes, afin qu'ils fonctionnent de manière synchronisée et donc de pouvoir entraîner différents organes tels que la pompe à huile. Mais c'est très marrant parce que tu sais, ça me fait penser aux chaînes de vélo, moi. Un peu, Et ouais. oui, tout à fait, c'est un peu le même système, voilà. Mais quand tu disais qu'il y avait soit en chaîne, soit en courroie, c'est-à-dire que c'est cette partie chaîne si c'est pas une chaîne, c'est une courroie. C'est ça, exactement, D'accord. voilà. Chez Ici, Bichtel, on fait les deux ou on fait que celui-là? on fait les deux, absolument, on fait les deux. Ce sont Alors, deux technologies différentes. Ouais. Et alors du coup, on m'a dit, moi, que ça changeait pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une Oh bah. légende? Ça change une chaîne. Alors, il y a très longtemps, c'est vrai que ça ne se changeait pas. À l'époque, on faisait des gros moteurs. Aujourd'hui, on a un phénomène qui s'appelle le downsizing, donc la réduction de la taille des moteurs. Et ce downsizing développe pour des moteurs toujours plus petits des puissances beaucoup plus importantes, car ils sont suralimentés par des turbos. Et donc, cette chaîne plus petite, elle est davantage sollicitée. D'accord. Et est-ce que je peux le changer moi-même? Oh bah, Alors là, je le recommanderais pas du tout. Pourquoi? Pour deux raisons principales. C'est qu'il faut respecter le cahier des charges des constructeurs, c'est-à-dire les couples de serrage, et également disposer d'outils qui sont très spécifiques au moteur. D'ailleurs, je vous ai apporté ici un exemple d'un kit d'outils qu'on a développé exprès pour le moteur 1,3 litre TCE. Ce sont 1,3... Renault, on les a chez Renault, ceux-là. Renault, Mitsubishi, Ouais. Nissan, Mercedes, voilà. Donc c'est des applications, donc plus d'1,3 million de véhicules en Europe en circulation. Et donc dans ce kit, on retrouve l'ensemble des outils nécessaires Alors, à- hop, voilà, au ok. changement de ce kit de distribution par chaîne. Tiens, regarde, on va le montrer à la caméra. Voilà. Donc ça, et c'est bizarre comme outil, hein. C'est assez étrange, ouais. Oui. Moi, alors oui, il y a des choses, je sais même pas quoi ce que c'est. En réalité, ils servent, lorsqu'on enlève la chaîne, à caler et à bloquer le moteur, les pignons, pour que rien ne bouge le temps d'installer la nouvelle chaîne. Et alors, comment on sait qu'il faut la changer? Il y a des bruits bizarres, il y a quelque chose? Alors tout à fait. Bien sûr, le premier symptôme, ça va être le bruit. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'agir vite, parce que si on n'agit pas vite, ça peut mener à la casse. Et la casse équivaut bien souvent à un moteur à remplacer, en fait. Voilà, tout à fait. Mais c'est quoi comme type de bruit? Ah, c'est un bruit de claquement souvent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, elle peut s'allonger, on appelle ça un phénomène d'élongation, et elle va se mettre à battre, notamment sur les rails de guidage, et c'est ça qui va provoquer ce bruit. D'accord, waouh. Voilà. Et c'est pareil sur les chaînes le kit de distribution à courroie? Ce sera le Ça même- va pas produire du tout le Bah, même bruit, voilà. parce que là, ça va être un bruit métallique, alors que la courroie donc n'est pas en métal. Je crois que je viens de comprendre ce qui s'est passé sur ma voiture il y a quelques années. Ça faisait un sacré boucan. Hein. Eh ben merci beaucoup Julien Rolic. Je vous en prie, avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu. Et du coup, bah, je suis contente parce que j'en avais jamais vu en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare de les voir comme ça. Chaîne de distribution. Alors on dit un kit parce qu'il y avait le kit exactement, ou c'est tout l'ensemble qu'on appelle un kit? Un kit de distribution s'appelle C'est un tout kit ça, parce que là, voilà. voilà, on a l'ensemble. Il y a des kits qui sont bien plus importants sur certains moteurs, qui se composent de parfois 4 chaînes de distribution. Donc on a des kits parfaitement complets, comme celui qui tu est as. ici présent, Notre qui téléachat. contient en l'occurrence 2 chaînes de distribution. Eh ben c'est super. Bah, merci beaucoup, Loane. J'ai appris plein de choses. Merci à vous. Merci à vous. Alors, en termes de déco dans mon appartement, je suis pas sûre que ce soit très réussi. Non. Mais au moins, vous voyez, tout le monde sait maintenant à quoi ressemble le kit de chaîne de distribution. Eh ben nous, on va maintenant en savoir plus sur ce que veut nous faire découvrir Gabin, qui va venir me rejoindre avec son rendez-vous. Le saviez-vous? Et dans notre rendez-vous en roue libre, eh bien, on va retrouver Gabin qui a décidé aujourd'hui de s'amuser dans sa chronique Le saviez-vous avec les chiffres. Et ouais, on va s'amuser avec les chiffres comme t'as dit Laurence. Alors première statistique, est-ce que vous savez combien de temps en moyenne on passe dans sa voiture toute sa vie? Plusieurs années ou moins, je dirais. Moi, je roule beaucoup, mais je roule pas non plus tous les jours. Ouais, je sais pas, non, je sais pas. Alors en moyenne, un Français lambda passe 32 000 heures dans sa voiture, soit 3 ans et 10 mois. Et c'est moins que la moyenne européenne qui est elle de 4 ans. Elle avait raison. Ouais, elle Plusieurs avait années. raison. Un point pour Jade. Deuxième statistique, donc deuxième petite question. Combien de fois on dépasse les vélos qui est égal à combien de fois on chante à tue-tête dans sa voiture? À vous Paris, laisse, en vélo, je dépasse les voitures. C'est ça, normalement, les autos. C'était ça, la chanson de Jodassin. Ouais, c'était ça. Alors, combien de temps je passe à chanter à tue-tête et à dépasser les vélos? Dans toute sa vie. Hein. Dans toute sa vie. En Ouais. heure? En heure? Non, c'est le nombre de fois. qu'on fait. Ah, le nombre de fois? Oh là là, moi, je dirais bien... Un bon million? Oh, peut-être pas. Moi, j'aurais dit 1000. 1000? Ouais. Alors, vous y êtes pas du tout. C'est 4800 fois. On passe 4800 fois dans sa voiture à dépasser les vélos et à chanter à Bon, tue-tête. j'étais plus proche, hein. Oui.
J'aime 3800 près. Bon, petite question pour vous les filles, vous êtes déjà maquillées dans votre voiture? Ah bah oui. Alors, combien, Enfin, de... juste le... combien de fois dans toute sa vie en moyenne les femmes passent de temps à se maquiller dans À la chaque fois voiture? qu'elle s'arrête au feu rouge. Alors, combien de fois on s'arrête au feu rouge? Ah, moi je dirais pas tellement. Ah, ouais, mais c'est parce que t'es jeune, tu verras dans 20 ans. Combien de fois on se maquille? Ouais, Oh là là. dans toute sa vie. Ah, bah pareil, moi je dirais 4000, 5000 fois. 4000? 1000 fois. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Voilà. 1000 fois? C'est toi qui es la plus proche, c'est 2000 fois. Oh! Bon, vous faites un mix des deux et T'as c'est gagné. bon. Bon, d'autres statistiques, on y échange 3042 baisers amoureux dans toute sa vie dans sa voiture. On parle Et que on- des baisers là. hein. Et on y échange un moment d'intimité 3 à 4 fois dans toute sa vie, C'est tout? dans sa voiture. Ah ouais. Mais ça, c'est quand on est jeune. Après, c'est moins pratique. J'aime bien cette façon très jolie et très poétique de parler de moments d'intimité. Très bien. Et t'as pas combien de fois on met son doigt dans son nez? Non, Parce que là, je pense qu'on bat tous les records. Tout le monde doit se décrotter le nez bah, régulièrement. pas moi personnellement, mais non, je sais pas ce que tu fais dans ta voiture. Moi, j'en mais- vois tout le temps qu'ils sont en train de se décrotter le nez. Ouais, Tu ça regarderas m'arrive dans les aussi d'en bouchons. croiser. Ah bah, mais c'était très sympa, merci beaucoup. Allez, on va finir notre rendez-vous avec le bonus assuré et on va retrouver Jade et son invité. Bonjour Olivier. Bonjour Jade. Alors j'ai un problème, dans moins d'un mois je dois déménager, mais est-ce que je suis dans l'obligation de le déclarer à mon assurance? Alors bien évidemment, il faut le déclarer. Alors déjà, l'assurance habitation sera informée puisque tu vas changer d'adresse, mais aussi auprès de ton assurance automobile, parce que l'assureur automobile, il tarifie aussi ton risque automobile en fonction de la zone de circulation. Donc dès que tu vas changer d'adresse, potentiellement tu vas être dans une zone de circulation soit plus accidentogène, soit moins accidentogène. Donc ça peut faire aussi varier le tarif de ton assurance, mais il faut évidemment l'en informer. Il ne faut pas s'amuser à ne pas l'informer justement du changement d'adresse. Et si je déclare donc une fausse adresse, qu'est-ce que je risque Alors il y a des gens qui ont des résidences secondaires par exemple et qui s'amusent à déclarer en fait la zone de circulation au niveau de leur résidence secondaire. Ça s'appelle ce qu'on appelle une fausse déclaration, parce qu'il y a des tarifs qui sont moins chers suivant les régions, puisqu'il y a des zones où il y a une circulation très importante, donc il y a beaucoup de sinistres, donc les tarifs sont plus élevés. Il y a des zones au contraire qui sont moins accidentogènes, donc les tarifs en moyenne sont moins chers en assurance. Donc il y a des gens qui ont fait ce pari-là. Le problème, c'est que lors de la survenance d'un sinistre, l'expert vérifiera par rapport au kilométrage la zone de circulation, donc par rapport à votre travail, etc. Donc surtout jamais s'amuser à ça, parce que là il y a un risque déjà de baisser l'indemnisation. Et si en plus l'assureur arrive à prouver que c'est une fausse déclaration intentionnelle, il y a possibilité aussi de déchéance de garantie, donc là tu ne seras pas du tout indemnisé. Et si jamais je paye mon assurance à l'année et que j'arrive dans un nouvel endroit où on paye plus cher, le paiement devra se faire automatiquement ou il sera régulé l'année d'après? Alors c'est au prorata, ça sera au prorata en fonction du changement du lieu d'habitation, d'accord? Donc tu auras déjà payé un montant, donc ils vont te compléter le montant qui restera à payer si c'est plus cher, ou te diminuer le montant et te rembourser si le tarif est moins cher dans la nouvelle habitation et dans la nouvelle zone de circulation dans laquelle tu vas te trouver. Et dans ma nouvelle résidence, j'ai une place de parking en sous-sol, donc est-ce que ça joue sur le tarif de mon assurance? Alors bien évidemment, tout changement va avoir une incidence sur le tarif. Si précédemment ton véhicule était garé à l'extérieur, c'est-à-dire dans la rue, et que maintenant tu as un parking privé dans ton habitation, bien évidemment il faut le déclarer parce que c'est dans ton intérêt, puisque ça va faire baisser le montant de la prime. L'assureur il va prendre en compte l'ensemble des caractéristiques, donc la zone de circulation, le type de véhicule, le véhicule sera le même, mais le parking, est-ce qu'il est dans un parking fermé ou dans la rue, et en fonction de tous ces éléments-là, il va élaborer son tarif. Et en effet, ce type d'élément peut faire baisser la tarification et le coût de l'assurance. J'aurais plutôt avantage à changer, à déclarer ma nouvelle adresse alors. Bien sûr, mais même si c'est désavantageux, il faut quand même faire la déclaration. Évidemment. Eh bien, merci beaucoup Olivier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit bonus assuré. À la semaine prochaine. Et ben voilà, donc si vous devez déménager, vous savez ce qu'il faut faire. Oui, et moi je pense que je vais m'empresser d'appeler l'assurance parce que j'ai déménagé il y a quelques temps et je ne l'ai pas encore dit. Mais non,
Ah bon, en tout cas, voilà, ça sert aussi à ça, cette émission en roue libre. Merci Jade. Merci à toi. À dimanche prochain. Comme toujours. Salut toi. Salut. Et puis à dimanche prochain aussi. Bisous à Pierre et à Louane qui sont juste derrière les caméras également. Et quant à vous, évidemment, toute la semaine, vous pouvez revoir les replays de cette émission. Partagez-la au maximum. Et puis vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. On a aussi une page Instagram en roue libre. Si vous avez des questions à poser, des sujets que vous voulez qu'on évoque, allez-y, nous sommes open. Un bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.